Dans la Suède vibrante des années 1960, où la musique pop commençait à s'épanouir, une rencontre fortuite allait donner naissance à l'un des partenariats les plus emblématiques de l'histoire musicale. En 1968, Agnetha Fältskog, une adolescente de 17 ans à la voix angélique, croisa le chemin de Björn Ulvaeus, un jeune musicien déjà connu pour son groupe folk-pop, les Utnanisinger. Leur connexion fut immédiate, comme une étincelle dans l'air frais de la Scandinavie. Björn, avec son charisme naturel et son talent pour composer des mélodies accrocheuses, incarnait l'ambition d'une génération en quête de renouveau culturel. Agnetha, quant à elle, était une étoile montante, une artiste solo dont la voix pure et émouvante captivait déjà les cœurs suédois. Leur rencontre ne fut pas seulement romantique, elle marqua le début d'une collaboration artistique qui allait bouleverser le monde. Leur idylle, portée par une passion commune pour la musique, était une fusion de rêves et d'aspirations. Björn, avec sa confiance et son énergie créative, fascinait Agnetha, qui voyait en lui un visionnaire capable de transformer leurs émotions en chansons universelles. Elle, avec sa chaleur, sa vulnérabilité et une voix capable de transmettre des émotions brutes, devint sa muse. Ensemble, ils se sentaient invincibles, comme si le destin leur avait réservé un chemin pavé de mélodies et de succès. Leur amour, à la fois tendre et passionné, semblait défier les conventions d'une Suède encore ancrée dans la simplicité nordique. Ils partageaient une vision, créer une musique qui transcenderait les frontières, un rêve audacieux dans une époque où la pop suédoise était encore méconnue à l'international. Le 6 juillet 1971, dans le charmant village de Verum, entouré de champs verdoyants et de maisons en bois rouge typiques de la campagne suédoise, Agnetha et Björn scellèrent leur union lors d'une cérémonie intime. Benny Andersson, l'ami et partenaire musical de Björn, joua de l'orgue, un moment symbolisant l'entrelacement de leur vie personnelle et professionnelle. Les invités, peu nombreux mais proches, furent témoins d'un amour qui semblait promis à l'éternité. À l'époque, leur complémentarité était évidente. La voix délicate et expressive d'Agnetha donnait vie aux compositions de Björn, tandis que leur affection mutuelle transparaissait dans chaque note. Leur premier enfant, Linda Ulvaeus, naquit peu après, en 1973, ajoutant une nouvelle couche de joie à leur vie. Cependant, la parentalité, bien que source de bonheur, apporta aussi des défis, surtout alors que leur carrière musicale prenait une ampleur monumentale. En 1972, Agnetha et Björn s'associèrent à Benny Andersson et Annifrid Lyngstad pour former ABBA, un quatuor qui allait redéfinir la musique pop. Leur lien, à la fois amoureux et créatif, devint le cœur battant du groupe. Leur premier single, People Need Love, sorti en 1972, n'était pas un succès retentissant, mais il posa les bases de leur style distinctif. Des harmonies vocales riches, des mélodies entraînantes et une production soignée qui capturait l'énergie optimiste des années 70. Ce fut un prélude modeste à ce qui allait devenir une révolution musicale. Leur grand moment arriva en 1974, lorsqu'ils remportèrent le concours Eurovision avec Waterloo. Cette victoire, dans la ville côtière de Brighton, au Royaume-Uni, propulsa ABBA sur la scène mondiale. Waterloo, avec ses rythmes glam rock et ses paroles multilingues, devint un phénomène instantané, se classant en tête des charts dans plusieurs pays. En une nuit, ABBA devint une sensation mondiale, portant la Suède sur la carte musicale internationale. Les rues de Stockholm vibraient d'une fierté nouvelle, et Agnetha et Björn, au cœur de ce succès, incarnaient l'espoir d'une nation émergente dans le monde de la pop. Mais la gloire avait un prix. Les tournées internationales, les sessions d'enregistrement interminables et les apparitions médiatiques incessantes laissaient peu de place à la vie personnelle. Agnetha, de nature réservée, luttait pour supporter l'éclat constant des projecteurs. Elle aspirait à des moments de calme auprès de sa fille Linda, mais la célébrité envahissait chaque recoin de son existence. Sa personnalité introvertie entrait en conflit avec la curiosité insatiable des médias et des fans, qui traquaient ses moindres faits et gestes. Elle se sentait parfois comme une étrangère dans sa propre vie, déchirée entre son rôle d'artiste et celui de mère. Les longues périodes loin de chez elle, dans des hôtels impersonnels ou des avions bondés, accentuaient son sentiment d'isolement. Björn, en revanche, semblait s'épanouir dans ce tourbillon. Sa passion pour la création musicale et son ambition de maintenir ABBA au sommet l'absorbaient entièrement. Il voyait dans le succès du groupe une opportunité de repousser les limites de leur art, plongeant dans l'écriture et la production avec une intensité presque obsessionnelle. Cette divergence dans leur manière de gérer la célébrité creusa un fossé subtil mais croissant entre eux. Alors qu'Agnetha rêvait de stabilité et d'intimité, Björn était emporté par l'élan du succès, toujours en quête de la prochaine grande chanson.
Leurs soirées, autrefois remplies de rires et de complicité, se transformaient en silence pesant, ponctué par les exigences d'un agenda implacable. En 1977, la naissance de leur deuxième enfant, Peter Christian Ulvaeus, sembla offrir une lueur d'espoir. Pendant un temps, la famille parut être un ancrage face au chaos de la célébrité. Agnetha chérissait les moments passés à bercer son fils, à lire des histoires à Linda, ou à se promener dans les forêts paisibles d'Équereux. Mais l'agenda d'Abba, des tournées en Australie, en Europe et aux États-Unis, des enregistrements à Stockholm, des interviews à Londres, laissaient peu de place à ces instants de simplicité. Agnetha et Björn se retrouvaient souvent sur des longueurs d'onde émotionnelles différentes. Elle luttait contre une anxiété croissante, exacerbée par sa peur de voler, qui s'intensifia après un incident terrifiant où un avion d'Abba frôla la catastrophe lors d'une tournée. Ce moment, où elle crut perdre la vie, la marqua profondément, rendant chaque voyage plus angoissant. Björn, bien que compréhensif, semblait parfois incapable de saisir la profondeur de ses tourments. Son énergie était canalisée dans la musique, dans la quête de perfection artistique. Les tensions internes s'accumulaient. Agnetha, introvertie et sensible, avait besoin de calme et de connexion émotionnelle, tandis que Björn, mu par une ambition sans relâche, avançait à toute vitesse. Les petites disputes sur des détails comme les horaires ou les décisions créatives devinrent des querelles fréquentes, et les moments de tendresse, autrefois si naturels, se raréfièrent. Les tournées d'Abba, qui les éloignaient de chez eux pendant des semaines, parfois des mois, accentuaient leur éloignement. À leur retour, ils découvraient que leurs enfants avaient grandi, appris de nouveaux mots, développé de nouvelles habitudes, ce qui brisait le cœur d'Agnetha. « Je ratais tellement de leur vie », confia-t-elle plus tard, la voix tremblante. À la fin des années 1970, leur relation atteignit un point de non-retour. Malgré leurs efforts pour préserver leur mariage, pour leurs enfants, pour Abba, pour l'image qu'ils projetaient ou la connexion émotionnelle qui les unissait s'effrita. En 1978, après des mois de tension et de silence, ils prirent la décision déchirante de se séparer. Leur divorce fut finalisé en 1980, marquant la fin d'une histoire d'amour qui avait semblé invincible. Pourtant, leur engagement envers Abba les obligea à continuer à travailler ensemble, transformant chaque session d'enregistrement en un exercice d'équilibre émotionnel. Dans le studio Polar Music à Stockholm, où les murs résonnaient encore de leur triomphe, Agnetha et Björn devaient mettre de côté leur douleur pour créer des chansons qui continueraient à captiver le monde. Les raisons de leur séparation étaient complexes. La célébrité, avec ses exigences écrasantes, joua un rôle indéniable. Les flashs des paparazzi, les foules hurlantes et les attentes incessantes des fans pesaient lourdement sur Agnetha, qui se sentait parfois prisonnière de sa propre renommée. Mais au-delà des pressions externes, c'était une question d'évolution personnelle. Agnetha et Björn, tombés amoureux dans la fougue de leur jeunesse, avaient grandi dans des directions différentes. Leurs chemins, autrefois alignés, divergeaient désormais. Björn décrivit plus tard leur rupture comme amicale, une séparation sans vainqueur ni vaincu. Mais pour Agnetha, la douleur fut profonde, presque paralysante. Elle se retrouva à naviguer dans un vide émotionnel, cherchant à se redéfinir en dehors du groupe et de leur relation. « J'avais l'impression de perdre une partie de moi », confia-t-elle dans une rare interview, les yeux embués. Après la séparation d'Abba en 1982, Agnetha plongea dans une période d'obscurité. La fin de son mariage, combinée à l'intensité de la célébrité, la laissa briser. Elle décrivit cette période comme un chon-chen, un terme vietnamien évoquant une instabilité émotionnelle, un vertige de l'âme. Cherchant du réconfort, elle se tourna vers la thérapie, un refuge rare dans une Suède où parler de santé mentale restait tabou. La douleur de voir Björn refaire sa vie si rapidement, il se remaria en 1981 ou la laissa désemparée. Elle se sentait abandonnée, non seulement par son ancien amour, mais aussi par le monde qui continuait de l'idolâtrer tout en ignorant sa souffrance intérieure. La culpabilité d'avoir laissé ses enfants pendant les tournées, la peur des foules et des espaces ouverts, et une anxiété croissante face aux fans obsessionnels la poussèrent à se retirer du monde. Sa peur de l'avion, aggravée par l'incident du quasi-crash, devint presque paralysante. Contrairement à Annie Fried, qui semblait naviguer avec aisance dans le monde de la célébrité, ou à Björn et Benny, qui prospéraient dans la création, Agnetha se sentait étrangère dans cet univers de paillettes. Sa maîtrise limitée de l'anglais, bien qu'elle ait appris à chanter avec une diction impeccable, la rendait vulnérable lors des interviews et des apparitions publiques, accentuant son sentiment d'isolement. « Je n'étais pas faite pour cette vie », admit-elle plus tard, un sourire triste sur les lèvres.
Elle se replia sur elle-même, choisissant de se consacrer à ses enfants et à une vie loin des regards indiscrets. Elle s'installa sur l'île d'Équereux, dans une maison entourée de pins et de lacs, un sanctuaire où elle pouvait échapper au chaos de la gloire. Là, elle trouvait du réconfort dans les petites choses. Le chant des oiseaux au petit matin, les rires de ses enfants, le craquement des feuilles sous ses pas lors de ses promenades solitaires. Dans les années qui suivirent, Agnetha tenta de retrouver l'amour, mais chaque relation sembla vouée à l'échec. En 1990, elle épousa discrètement le chirurgien Thomas Sonnenfeld, espérant peut-être retrouver la stabilité qu'elle avait perdue. Mais ce mariage, entouré de mystères, s'effondra après 3 ans, laissant peu de traces dans les médias. Puis, en 1997, elle entama une relation troublante avec Ger van der Graaf, un fan néerlandais obsessionnel. Van der Graaf, qui avait déménagé des Pays-Bas en Suède pour être près d'elle, acheta une maison à proximité de son domaine rural sur l'île d'Équereux. Ce qui commença comme une fascination étrange, il était tellement obsédé par moi que je n'ai pas pu résister, confia-t-elle, se transforma en un cauchemar. Son comportement possessif et instable devint menaçant, et Agnetha, vulnérable après des années de solitude, finit par demander une intervention judiciaire. En 2000, un tribunal prononça une interdiction d'approche, mais Van der Graaf viola cette ordonnance à plusieurs reprises, ravivant les peurs d'Agnetha. En 2003, il fut aperçu près de sa propriété, et en 2006, après des actes de harcèlement répétés, il fut définitivement interdit d'entrer en Suède. Ce traumatisme renforça sa méfiance envers le monde extérieur et la poussa à s'isoler davantage. La tragédie frappa à nouveau en 1998, lorsque sa mère, Birgit, se suicida en se jetant d'un balcon, après des années de lutte aux côtés d'un mari alcoolique. 1 an plus tard, en 1999, son père décéda. Ces pertes dévastatrices plongèrent Agnetha dans un profond chagrin, qu'elle garda secret, même auprès de ses proches. Ses amis notèrent un changement marqué. Elle devint encore plus recluse, cherchant refuge dans la solitude et la nature. « J'avais besoin de silence, dit-elle, un silence que le monde ne pouvait pas m'offrir. » Malgré ces épreuves, Agnetha trouva un chemin vers la guérison. Dans les années 2000, elle s'installa dans une maison isolée sur l'île d'Équereux, entourée de forêts et de lacs. Là, elle embrassa une vie simple, rythmée par le yoga, la méditation, les promenades avec ses chiens et le temps passé avec sa famille. « Je veux être seule, déclara-t-elle, faisant écho à Greta Garbo, une autre icône suédoise qui avait fui la célébrité. Pendant des années, elle se tint à l'écart de la musique, incapable d'écouter ou de chanter. La voix vibrante qui avait enchanté des millions de fans semblait s'être éteinte, enfouie sous le poids des années. Pourtant, en 2004, Agnetha surprit le monde avec My Coloring Book, un album introspectif de reprises qui reflétait son amour pour les chansons de sa jeunesse. Ce projet, discret mais sincère, était un acte de courage, une tentative de renouer avec la musique qu'il avait autrefois définie. L'album, avec ses arrangements délicats et sa voix empreinte d'émotion, resta 25 semaines dans les charts suédois, prouvant que son talent restait intact. En 2013, son album, produit avec Georgian Elofsson, fut un triomphe personnel. « Je ne pensais pas pouvoir chanter à nouveau, confia-t-elle, mais ma voix était toujours là, marquée par une vie pleinement vécue. » Cet album, avec des chansons comme When You Really Loved Someone, était un miroir de ses expériences, un témoignage de sa résilience. Au cœur de l'histoire d'Agnetha et Björn se trouve The Winner Takes It All, une chanson qui transcende leur rupture pour devenir un hymne universel. Écrite en 1979, dans le sillage de leur divorce, la chanson capture la douleur brute de leur séparation. Dans le documentaire ABBA Against Odd, diffusé le 11 mai sur CW, Björn, alors âgé de 79 ans, explique « La grande musique naît des émotions profondes. Écrire des paroles, c'est comme tisser un poème et une mélodie, évoquant des images et des sentiments. » Agnetha, 74 ans, ajoute « J'ai mis tout mon cœur dans cette chanson. Traverser un divorce est une épreuve, et j'ai voulu que chaque note porte cette vérité. » Composée sur l'île isolée de Vigsö, où Björn cherchait l'inspiration dans la solitude et une bouteille de whisky, la chanson fut d'abord conçue avec un tempo rapide, dans le style pop énergique d'ABBA. Mais Agnetha insista pour une approche plus lente, inspirée des ballades françaises, avec des arrangements orchestraux qui amplifiaient l'émotion. Björn, initialement réticent à lui confier le chant, craignant que ce soit trop personnel, réalisa qu'elle seule pouvait lui donner vie. Lors de l'enregistrement, dans le studio Polar Music, Agnetha pleura, submergée par l'émotion. « J'ai dû apprendre à contrôler mes sentiments, dit-elle, mais une fois fini, j'ai su que nous avions créé un chef-d'œuvre. »
Le clip, réalisé par Lasse Hallström seulement 10 jours après leur divorce, captura la douleur d'Agneta avec une intensité viscérale. Tourné dans un décor minimaliste, avec des gros plans sur son visage marqué par le chagrin, il devint l'un des accompagnements visuels les plus puissants d'ABBA. The Winner Takes It All devint un succès mondial, se hissant en tête des charts dans des pays comme le Royaume-Uni, la Belgique et l'Irlande, et devenant un hymne pour les cœurs brisés. En 1999, elle fut élue chanson préférée d'ABBA au Royaume-Uni, et en 2006, Channel 5 la désigna comme la plus grande chanson de rupture de tous les temps. Intégrée à la comédie musicale Mamma Mia en 1999, puis dans son adaptation cinématographique en 2008, où Meryl Streep livra une interprétation bouleversante, elle continue de toucher des générations. Malgré les épreuves, Agneta et Björn ont transformé leur douleur en un art universel. ABBA, avec ses mélodies intemporelles, reste une force culturelle. Leur musique, ancrée dans les années 70 mais toujours pertinente, évoque une nostalgie joyeuse pour certains et une vérité émotionnelle pour d'autres. En 2021, leur concert virtuel Voyage et leur premier album en 40 ans marquèrent un retour triomphal. Lors de la première à Londres, Agneta, Björn, Benny et Anni-Frid apparurent ensemble, leurs avatars numériques dansant sur scène, une célébration de leur héritage. Björn décrivit ce projet comme la fin que nous méritions, un clin d'œil à leur résilience collective. Agneta, désormais retirée dans une vie paisible auprès de sa fille Linda et de ses petits-enfants sur l'île d'Ékerö, a trouvé la sérénité. Elle ne cherche plus la gloire, préférant la simplicité et l'anonymat. Ses journées sont remplies de yoga, de méditation et de promenades dans la nature, un contraste frappant avec les années de tumulte. Elle voit rarement Anni-Frid, son ancienne partenaire d'ABBA, notant avec un sourire « Nous sommes tellement différentes ». Pourtant, son lien avec la musique reste intact. Je mène une vie normale, affirme-t-elle, savourant le calme après des décennies de chaos. Son histoire, marquée par l'amour, la perte et la résilience, est un témoignage de la capacité humaine à transformer la douleur en beauté. The Winner Takes It All n'est pas seulement une chanson, c'est un écho de leur vérité, un cadeau au monde qui continue de résonner. À travers les hauts et les bas, Agneta Faltskog est restée une survivante, une femme qui a retrouvé la lumière après l'obscurité, et la musique après le silence. Que pensez-vous de cette histoire? The Winner Takes It All était-elle une simple chanson ou un cri du cœur d'Agneta et Björn? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et restez avec nous pour d'autres récits captivants.